Le moteur de la voiture ronronnait doucement. Seul bruit audible avec les battements frénétiques de mon propre cœur. J'étais garé à 2 maisons de la mienne, sous la lueur orangée et vacillante d'un lampadaire. D'ici, je pouvais voir les 2 maisons. La mienne, sombre à l'exception de la petite veilleuse dans le couloir des enfants, un phare de la vie que j'étais censé mener. Et la sienne, où la lumière chaude et jaune du salon venait de s'éteindre. La maison d'Alexandre. La maison que je venais de quitter. Mes mains tremblaient sur le volant. Je les serrais en poing, essayant d'arrêter le frisson. Ça ne ressemblait pas à ce qu'on voit dans les films. Il n'y avait pas d'excitation haletante. Pas de déferlement de passion cinématographique. Il n'y avait qu'une nausée froide et lourde au creux de mon estomac. C'était la sensation d'avoir sauté d'une grande hauteur et de réaliser, à mi-chemin, qu'on a commis une erreur terrible et irréversible. Je m'étais dit que ce n'était qu'une conversation. C'est toujours comme ça que ça commençait. Juste 2 personnes seules qui discutent. Mais les conversations avaient mené à des contacts qui s'attardent. Et ces contacts à un moment où l'air était devenu dense et silencieux. Et où une limite avait été franchie si discrètement qu'on ne l'avait même pas entendu se briser. Maintenant, assise dans le noir, je me sentais comme une criminelle qui étudie sa propre maison. Je devais rentrer, passer sur la pointe des pieds devant les chambres de mes enfants endormis, et me glisser dans le lit que je partageais avec mon mari. Un lit qui ne me semblait plus être le mien depuis très longtemps. Je posais mon front contre la vitre froide de la fenêtre. Ce n'était pas le frisson de l'interdit qui allait me briser. C'était la gentillesse. La simple et dévastatrice gentillesse d'être enfin vue. Je démarrai la voiture. Le son anormalement fort dans la rue pavillonnaire endormie. Et commençai le lent et honteux tour du pâté de maison. Juste pour retarder l'inévitable 1 minute de plus. 4 mois plus tôt. Ma vie avait un rythme. C'était le ronronnement du lave-vaisselle. Le doux clic d'une brique de Lego qui s'emboîte. Le grincement régulier de la balançoire dans le jardin. C'était un tempo stable. Prévisible. Et la plupart du temps, j'en étais reconnaissante. Mais certains jours, la répétition ressemblait moins à un rythme qu'au tic-tac d'une horloge, égrenant les minutes d'une vie que je ne reconnaissais plus comme la mienne. C'était l'un de ces jours. Thomas faisait sa valise. Elle était ouverte sur le lit. Une bouche béante attendant d'être remplie de chemises impeccablement pliées et de cravates soigneusement enroulées. Il se déplaçait avec une efficacité routinière. C'était son autre rythme. Lundi matin, faire la valise. Jeudi soir, la défaire. Répéter. Il était consultant commercial pour une grande entreprise. Un titre qui semblait important mais qui signifiait surtout qu'il passait plus de nuits dans des hôtels anonymes que dans son propre lit. Tu as pensé à récupérer ma cravate bleue? Celle avec les petits pois? Demanda-t-il. Le dos tourné. En fouillant dans son placard. Elle est au pressing? Dis-je. Appuyé contre l'encadrement de la porte. En l'observant. Je la prendrai demain. Ah. Zut. Bon. Pas grave. Celle-ci fera l'affaire. Nos conversations étaient devenues presque entièrement logistiques. Une série de questions et de réponses qui maintenaient la mécanique de notre vie en bon état de marche. As-tu payé la facture d'électricité? Léo a son entraînement de foot à 18h. Chloé a besoin de nouvelles baskets. Nous formions une excellente équipe pour gérer le projet de notre famille. Nous n'étions simplement plus partenaires pour grand-chose d'autre. C'était un homme bon. Je le savais. Un bon père. Il travaillait dur pour nous offrir cette maison dans cette rue calme et arborée. Pour donner aux enfants une vie meilleure que la sienne. Il montrait son amour par des actions. En subvenant à nos besoins.
Mais ces actions se déroulaient toutes à des centaines de kilomètres. Dans des salles de conférences et des voitures de location. L'amour était un concept théorique. Une vérité abstraite à laquelle j'étais censé m'accrocher durant les longues soirées silencieuses. Une fois les enfants couchés. Il ferma la fermeture éclair de sa valise et se tourna enfin vers moi. Il sourit. Un sourire fatigué mais sincère. Voilà. Je crois que c'est tout. Il s'approcha et me donna un baiser rapide et sec. Un goût de café et de responsabilité. Je t'appelle ce soir en arrivant à l'hôtel. Fais attention sur la route. Dis-je. C'était ma phrase habituelle. Toujours. Sa réponse habituelle. Je le regardais depuis la fenêtre du salon charger sa valise dans le coffre de sa voiture. Il fit un dernier signe de la main. Puis il disparut. Le silence qu'il laissa derrière lui fut immédiat et profond. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence actif. Une présence qui remplissait chaque recoin de la maison. C'était le son de mes propres pensées. De ma propre solitude. Résonnant contre les murs. Je passais le reste de la journée en pilote automatique. Déposer les enfants à l'école. Les courses. La lessive. Vider le lave-vaisselle. Relancer une machine. J'aimais mes enfants d'un amour si profond qu'ils faisaient partie de mes os. Mais leur monde était dévorant. Leurs besoins étaient immédiats et constants. Mes propres besoins. Mes propres désirs avaient été rangés dans une boîte poussiéreuse au grenier de mon esprit il y a si longtemps que je pouvais à peine me souvenir de ce qu'il y avait à l'intérieur. Avant Thomas. Avant les enfants. J'étais Élise. J'étais paysagiste. Je créais de beaux espaces pour les gens. Des jardins à la fois sauvages et paisibles. Je savais faire pousser les choses. Maintenant, les seules choses que je faisais pousser étaient les quelques plants de tomates dans le potager. Et ils semblaient un peu négligés. C'est plus tard cet après-midi-là, alors que j'essayais de dégager un tricycle d'un rosier, que je l'ai rencontré pour la première fois. Un camion de déménagement était garé de l'autre côté de la rue. Sa rampe abaissée comme une langue de métal géante. Je savais que les voisins vendaient. Mais je n'y avais pas prêté attention. Les nouveaux voisins allaient et venaient. Soudain, une masse de fourrure dorée traversa la rue en courant et entra dans mon jardin en aboyant joyeusement. C'était un golden retriever. Jeune et maladroit. Qui essayait maintenant de se lier d'amitié avec mon nain de jardin. Copain. Non. Reviens ici. Cria une voix d'homme. Un instant plus tard, il arriva en trottinant sur la pelouse. Il était grand. Vêtu d'un t-shirt délavé et d'un jean. Avec une barbe de 3 jours. Il avait l'air fatigué. Mais ses yeux étaient bienveillants. Je suis vraiment désolé. Dit-il en attrapant le collier du chien. C'est le roi de l'évasion. Copain. Excuse-toi auprès de la dame. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ce n'est rien. Il a l'air d'apprécier le nain. Il a des goûts discutables. L'homme me rendit mon sourire. Et pendant une seconde, l'air las dans ses yeux disparut. Je suis Alexandre Lambert. Nous sommes les nouveaux voisins. Il désigna le camion de la tête. Élise Moreau. Dis-je en essuyant une tache de terre sur ma joue. Bienvenue dans le quartier. Merci. Il regarda mon jardin. Les parterres de fleurs que j'essayais d'entretenir. Les hortensias grimpant sur la façade. Vous avez un très beau jardin. C'était un simple compliment. Mais il a atterri quelque part au fond de moi. Thomas ne remarquait jamais le jardin. Pour lui, c'était juste le terrain. Une autre chose à tondre et à entretenir. Mais cet étranger, Alexandre, il a vu la composition. Il a vu le travail.
Il m'a vu. Juste une seconde. Merci. Dis-je. Et je le pensais. J'étais paysagiste. Avant. Les mots me semblaient étranges. Comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Ça se voit. Dit-il. Son sourire sincère. Bon. Je ferais mieux d'aller aider avec ce bazar. Enchanté de vous avoir rencontré. Élise. Moi de même. Alexandre. Lui et copain le retriever retournèrent de l'autre côté de la rue. Je suis resté là un instant de plus. Le tricycle en plastique oublié dans ma main. Ce n'était rien. Une interaction parfaitement normale et amicale avec un nouveau voisin. Mais cela semblait être quelque chose. C'était comme si une petite pierre avait été jetée dans l'étang calme et stagnant de ma vie. Et que les ondulations se propageaient. Notre amitié, si on pouvait l'appeler ainsi, s'est développée dans ces petits moments insignifiants au cours des semaines suivantes. Un signe de la main alors qu'il emmenait sa fille adolescente au lycée. Une plainte partagée sur la chaleur anormale pendant que nous relevions notre courrier. Il m'a dit qu'il était professeur d'histoire géo au lycée. Je lui ai dit que mon fils Léo était obsédé par les dinosaures. C'étaient les échanges brefs et agréables qui tissent la toile d'une communauté de banlieue. Avec Thomas parti la plupart de la semaine, la présence constante d'Alexandre de l'autre côté de la rue est devenue un réconfort silencieux. Je voyais ses lumières allumées tard le soir et je me sentais un peu moins seul au monde. Je savais que c'était insensé. C'était un inconnu. Mais c'était un inconnu bienveillant. Et dans mon monde tranquille, la bienveillance ressemblait à une denrée rare et précieuse. La limite a été franchie un mardi soir d'octobre. Thomas était à Lyon pour une conférence. La pluie fouettait les fenêtres et le vent hurlait au coin de la maison. Chloé dormait. Mais Léo s'était réveillé en pleurant. Le visage rouge et le corps brûlant de fièvre. Je lui ai donné du Doliprane. Mais sa température continuait de monter. 39. 39. 2. 39. 5. La panique, froide et aiguë, a commencé à poindre. J'étais une mère compétente. J'avais géré cela une douzaine de fois. Mais ce soir-là, la tempête dehors et la fièvre dedans conspiraient pour que je me sente petite et complètement seule. J'ai pensé à appeler Thomas. Mais que pouvait-il faire depuis une chambre d'hôtel à 2 heures de route? Il s'inquiéterait. Ce qui, à son tour, me ferait culpabiliser de l'avoir inquiété. J'étais assise dans la cuisine sombre, fixant le thermomètre, quand j'ai vu la lumière allumée à la fenêtre de la cuisine d'Alexandre. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste pris mon téléphone. Mes mains tremblaient en cherchant le numéro qu'il m'avait donné une semaine plus tôt, après avoir proposé de prendre mon courrier si je m'absentais. Désolé de te déranger si tard? Ai-je tapé? Question idiote. Mais mon fils a de la fièvre et j'ai un doute sur le dosage. Tu as une fille? Non. Je me sens juste un peu dépassée. J'ai appuyé sur envoyer. Me sentant ridicule. Il devait me prendre pour une folle. Mon téléphone a vibré une minute plus tard. Jamais idiot. Pas de souci. Mais j'ai une meilleure idée. Ne bouge pas. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Alexandre sur mon perron, trempé par la pluie, tenant une petite boîte en plastique et une bouteille de sirop pour enfants. Je me suis dit que ça ne ferait pas de mal d'avoir une deuxième option, dit-il en brandissant le sirop avec un petit sourire rassurant. Et ça, c'est le velouté de potimarron de ma grand-mère. C'est probablement 90% d'effet placebo. Mais les 10% restants, c'est de la pure magie. Je l'ai juste regardé, la gorge serrée.
Je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un était simplement venu pour moi. Entre. Ai-je murmuré en reculant. Il n'est pas resté longtemps. Il s'est juste assis à ma table de cuisine pendant que je donnais le médicament à Léo. Sa présence calme et tranquille étant une ancre stable dans ma tempête d'anxiété. Nous avons parlé à voix basse de fièvre, de nuit blanche et de cette terreur particulière que seule la parentalité peut provoquer. Il ne m'a jamais fait sentir idiote ou incompétente. Il a juste compris. Quand le médicament a fait effet et que la fièvre de Léo est enfin tombée, le soulagement était si immense que j'aurais pu pleurer. Merci. Alexandre, ai-je dit en le raccompagnant à la porte. Vraiment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu t'en serais très bien sorti, dit-il doucement. Mais personne ne devrait avoir à affronter ça seul. Il m'a regardé. Ses yeux empreints d'une compréhension profonde et silencieuse. Et à cet instant, il a tout vu. Ma solitude, mon épuisement, les fissures dans ma vie si soigneusement construite. Il l'a vu. Et il ne l'a pas jugé. Il l'a juste accueilli avec bienveillance. Après son départ, je suis restée dans la maison silencieuse, à écouter la pluie. La panique avait disparu, mais autre chose avait pris sa place. Un sentiment dangereux et fragile. C'était la sensation d'une porte. Une porte dont j'ignorais même l'existence, qui s'entr'ouvrait d'un tout petit peu. Et j'ai su, avec une certitude terrifiante, que je voulais voir ce qu'il y avait de l'autre côté. La tempête passa, comme le font les tempêtes, laissant derrière elle un monde lavé et scintillant sous un pâle soleil matinal. La fièvre de Léo avait disparu, remplacée par une légère mauvaise humeur et une demande insistante de crêpes. Alors que je me tenais devant la cuisinière, faisant sauter les crêpes et écoutant les sons familiers d'un dessin animé du samedi matin, tout semblait normal. Trompeusement normal. Mais quelque chose en moi avait changé. Le bourdonnement silencieux de ma solitude avait une nouvelle fréquence. Une note de possibilité qui n'était pas là auparavant. La gentillesse d'Alexandre avait été un acte simple. Mais elle avait éclairé le vide profond dans lequel je vivais. C'est une chose dangereuse, de se voir montrer ce qui vous manque. Nos interactions commencèrent à changer. Elles étaient toujours ancrées dans le rythme banal de la vie de banlieue. Mais elles étaient maintenant chargées d'une compréhension tacite. Quand je sortais les poubelles en robe de chambre et en chaussons, il montait dans sa voiture, et il m'adressait un petit sourire entendu qui disait « Je comprends. C'est ça. La vraie vie. Sans glamour. » Nous avons instauré un nouveau rituel. Après avoir déposé les enfants à l'école, je préparais une cafetière, et s'il n'avait pas Courteau, il venait et nous nous asseyions sur les marches de mon perron. Le perron est devenu notre sanctuaire. C'était un espace neutre, à la vue de tous mais suffisamment privé pour la conversation. Nous parlions de tout et de rien. Il m'a parlé de son ex-femme. Comment elle s'était réveillée un jour et avait décidé qu'elle ne voulait plus être une épouse ou une mère dans une petite ville de province. Il en parlait non pas avec amertume, mais avec une tristesse profonde et lasse. Je lui ai parlé de mon rêve d'ouvrir une petite agence de création de jardins, spécialisée dans les jardins locaux et durables. C'était un rêve que je n'avais dit à voix haute à personne, pas même à Thomas. Depuis des années. Le dire à Alexandre le rendait à nouveau réel. Tu devrais le faire, dit-il d'une voix sincère. Il regarda mes parterres de fleurs négligées. Commence ici. Utilise ton propre jardin comme portfolio. Je n'ai pas le temps, dis-je. L'excuse automatique de toute mère. Prends le temps, répondit-il simplement. Même si ce n'est qu'1 heure par semaine. C'est pour toi. Il me voyait non seulement comme une mère ou une épouse, mais comme Élise.
Une personne avec un passé et un potentiel pour l'avenir. Avec Thomas, je me sentais comme un personnage secondaire dans l'histoire de sa vie. De sa carrière. De sa famille. Avec Alexandre. Pour ses brefs cafés matinaux sur le perron. Je me sentais comme la protagoniste de la mienne. Thomas. Quand il était à la maison. Ne se doutait de rien. Il voyait Alexandre comme le nouveau voisin sympathique. Il a l'air sympa, a-t-il commenté une fois. En nous voyant discuter près de nos boîtes aux lettres. C'est bien que tu aies quelqu'un à qui parler pendant que je suis absent. L'absence de jalousie. L'approbation désinvolte. Aurait dû être un réconfort. Au lieu de cela. Cela a sonné comme un renvoi. Cela confirmait ma crainte grandissante, j'étais devenue si asexuée. Si intégrée à la machinerie domestique dans son esprit. Que l'idée que je puisse avoir un lien avec un autre homme n'était même pas perçue comme une menace. L'affaire émotionnelle. Car c'est ce que c'était. A pris de l'ampleur par un après-midi ensoleillé de début novembre. C'était notre 10e anniversaire de mariage avec Thomas. Il était. Comme on pouvait s'y attendre. En voyage d'affaires à Francfort. Il avait appelé ce matin-là. Sa voix grésillant dans le haut-parleur de ma voiture. Joyeux anniversaire. Chérie. Avait-il dit. Désolé de ne pas être là. Je me rattraperai ce week-end. Promis. Mon cadeau devrait arriver aujourd'hui. Son cadeau. Livré par un transporteur. Était un magnifique mais impersonnel bracelet en diamant. C'était cher et attentionné à sa manière. Mais cela ressemblait à un paiement. Une excuse joliment emballée pour son absence. Je l'ai mis. Et il était froid et lourd à mon poignet. J'étais dans le jardin cet après-midi-là. Fixant d'un air absent une touffe de mauvaises herbes. Quand Alexandre est arrivé. Il tenait une petite plante en pot. C'était un érable du Japon. Ses feuilles d'un rouge ardent et brillant. J'ai vu ça à la pépinière, dit-il. Un peu timidement. Ça m'a fait penser à toi. Tu aimes les choses qui poussent. Je pris le petit pot de ses mains. Mes doigts effleurant les siens. La chaleur de sa main contrastait vivement avec les diamants froids de mon autre poignet. Ce cadeau. Cette chose simple et vivante. Me semblait plus intime et personnel que tout ce que Thomas m'avait donné depuis des années. Il ne s'agissait pas d'argent ou d'obligation. Il s'agissait d'être connu. C'est magnifique. Alexandre. Merci. Ma voix était chargée d'une émotion que je ne pouvais nommer. Ça va? Demanda-t-il. Son regard doux et interrogateur. Tu as l'air un peu triste aujourd'hui. Et tout est sorti. L'anniversaire. Le bracelet. La solitude écrasante d'être célébrée à 1000 kilomètres de distance. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste parlé. Les mots sortant d'un ton plat et fatigué. Il a écouté. Comme il le faisait toujours. Sans interrompre. Sans offrir de solution. Il a juste écouté. Quand j'eus fini. Il dit, pour ce que ça vaut. Élise. Je pense que n'importe quel homme qui aurait la chance de passer ne serait-ce qu'une journée avec toi serait le plus heureux des hommes. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Nous étions là. À quelques centimètres l'un de l'autre. L'air d'automne vif autour de nous. Il me regardait d'une manière dont Thomas ne m'avait pas regardé depuis très longtemps. C'était un regard d'appréciation pure et sans mélange. C'était un regard qui disait, je te vois. Je voulais me pencher vers lui. Je voulais combler le petit espace entre nous et reposer ma tête sur son épaule. C'était un désir si puissant, si écrasant, qu'il me terrifiait. Je fis un demi-pas en arrière, serrant le petit arbre contre ma poitrine comme un bouclier. Je devrais rentrer.
Les enfants vont bientôt rentrer de l'école. Bien sûr, dit-il. La voix douce. Il n'a pas insisté. Il n'a pas profité de son avantage. Il a juste hoché la tête et est retourné dans son propre jardin, me laissant seul avec mon cœur qui battait la chamade et le magnifique, terrible petit arbre. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai planté l'érable du Japon dans un coin du jardin. En enfonçant mes mains dans la terre fraîche et sombre, j'ai ressenti un frisson de culpabilité et d'exaltation. Je plantais un secret dans mon propre jardin. Un symbole vivant et respirant d'un lien qui n'appartenait qu'à moi et à Alexandre. C'était mal. Je savais que c'était mal. Mais c'était aussi la première chose vraiment vivante que j'avais faite pour moi-même en 10 ans. La ligne entre l'intimité émotionnelle et physique est devenue dangereusement mince. Nous avons commencé à nous envoyer plus de SMS. Des petits mots tout au long de la journée. Comment s'est passé le contrôle de Léo? Ma fille me rend folle avec son envie de tatouage. Je pense à toi. C'étaient des messages innocents, mais ils formaient un fil constant qui nous reliait, tissant une toile d'intimité qui excluait tous les autres. Thomas est rentré ce week-end-là, plein de promesses de se rattraper. Il nous a tous emmenés dans un restaurant chic où les enfants se sont agités et plaints. Il a essayé d'initier un contact cette nuit-là, mais son toucher me semblait étranger. Presque comme une violation. J'ai prétexté un mal de tête. L'excuse la plus vieille et la plus boiteuse du monde. Il s'est retourné avec un soupir de résignation. Et la distance entre nous dans ce lit semblait plus grande que toute la région Rhône-Alpes. Je suis resté éveillé pendant des heures, fixant le plafond. Mon esprit rejouant chaque mot qu'Alexandre m'avait dit. Chaque regard que nous avions échangé. J'étais amoureuse de mon voisin. Ou peut-être étais-je simplement amoureuse du sentiment de ne plus être seule. À ce stade, je n'étais pas sûre qu'il y ait une différence. Le point de rupture, le moment où le non-dit est devenu indéniable, s'est produit la semaine de la Toussaint. Thomas était à la maison pour toute la semaine. Un événement rare. Il était déterminé à passer du temps de qualité en famille. Le samedi après-midi. Il essayait de déboucher une gouttière. De plus en plus frustré. J'étais dans la cuisine, essayant de prendre de l'avance sur la pâtisserie, quand Alexandre m'a envoyé un texto. Besoin d'un avis impartial. Est-ce que ce pulcri, papa désespéré qui essaie d'être cool ou juste papa normal? Une photo de lui dans un col en V légèrement trop serré suivait. J'ai souri. Un sourire sincère et privé. J'ai répondu, clairement papa désespéré. Brûle-le. Juste à ce moment-là, Thomas est entré, couvert de feuilles mouillées et de saleté. Cette fichue gouttière est impossible. Grogna-t-il. Il jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule à l'écran de mon téléphone. À qui tu écris? Oh. Juste à Sophie. Ai-je menti? Mon cœur bondissant dans ma gorge alors que je rangeais rapidement le téléphone dans ma poche. Le mensonge est sorti trop vite. Trop facilement. Il n'a pas insisté. Mais une lueur de quelque chose de l'agacement? De la suspicion? A traversé son visage avant qu'il ne se remette à se plaindre de la gouttière. Le moment est passé. Mais il a laissé une tache dans l'air. Le reste de la journée, j'ai ressenti une nouvelle tension. Le silence facile entre nous avait été remplacé par un silence vigilant. Il me regardait différemment. Il ne se contentait plus de regarder à travers moi. Il commençait à me voir. Mais ce qu'il voyait était une étrangère. Ce soir-là, après un dîner guindé, je faisais la vaisselle quand il est venu se tenir derrière moi à l'évier. Tout va bien entre nous. Élise? Demanda-t-il. La voix calme. Je me figeai.
les mains plongées dans l'eau savonneuse. Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Je ne sais pas, dit-il. Et je pouvais sentir le poids de son regard sur mon dos. Tu sembles juste distante. Comme si tu étais ailleurs. Il avait raison. J'étais ailleurs. J'étais sur un perron, buvant un café. J'étais dans un jardin, recevant un arbre. J'étais dans un SMS, riant d'un pull ridicule. J'étais partout sauf ici, dans ma propre cuisine, avec mon propre mari. Je me suis retournée, m'essuyant les mains sur un torchon. J'ai regardé son visage fatigué. Le visage que j'avais aimé pendant 15 ans. Et j'ai ressenti une vague de culpabilité profonde et écrasante. C'était un homme bon. Un homme bon que je trahissais de 1000 petites manières chaque jour. Je suis juste fatiguée. Thomas. Dis-je. Le mensonge ayant un goût de cendre dans ma bouche. La semaine a été longue. Il l'a accepté. Parce que c'était plus facile que l'alternative. Il a hoché la tête et s'est éloigné, me laissant à nouveau seul. Je me suis appuyée contre le plan de travail. Le bracelet en diamant de notre anniversaire froid contre ma peau. J'ai regardé par la fenêtre. De l'autre côté de la pelouse sombre. Vers la maison où les lumières étaient allumées. La maison où se trouvait un homme qui me faisait me sentir plus vue en 4 mois que mon mari en 4 ans. La porte qui s'était entr'ouverte était maintenant grande ouverte. Et le vent qui s'y engouffrait menaçait de déchirer mon monde entier. La semaine de la Toussaint fut une leçon de comédie. Thomas et moi avons joué les scènes d'une famille heureuse. Nous avons emmené les enfants au marché de Noël de la ville. Nous avons acheté un chapon bien trop gros pour nous. Et nous avons souri pour une photo de famille que ma belle-mère encadrerait et poserait sur sa cheminée. Un mensonge brillant à la vue de tous. La suspicion de Thomas s'était retirée. Ou peut-être avait-il simplement décidé qu'il était plus facile de l'ignorer. C'était un homme qui valorisait la paix par-dessus tout. Et affronter une vérité laide n'était pas sa manière de faire. Mais je sentais ses yeux sur moi à des moments étranges. Un regard calme et interrogateur qui me donnait la chair de poule. L'air dans notre maison était lourd de mots non dits. Un silence bien plus assourdissant que celui que j'avais autrefois ressenti dans ma solitude. Quand il est reparti le lundi suivant, l'au revoir était différent. Le baiser machinal s'est attardé une fraction de seconde de trop. Sa main reposant sur mon bras avec une légère pression. Comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose qu'il sentait lui échapper. Sois sage, dit-il. Une phrase qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Ce n'était pas un ordre. C'était une supplique. Elle est restée en suspens entre nous. Une requête fragile et désespérée. Je l'ai regardé s'éloigner. La culpabilité un poids physique dans ma poitrine. Un instant. J'ai envisagé d'appeler Alexandre. De lui dire que nous ne pouvions plus être amis. Que je devais essayer de réparer la chose brisée qu'était mon mariage. Mais la pensée de retourner à ce silence profond. De perdre la seule personne qui me faisait me sentir réelle. Était une douleur que je ne pouvais supporter d'affronter. L'addiction était trop forte. Nos cafés du matin se sont déplacés du perron public à l'intimité de ma cuisine. C'était un petit changement géographique. Mais un changement sismique en termes d'intimité. Il s'appuyait contre le plan de travail pendant que je versais le café. Sa présence remplissant la pièce d'une manière à la fois réconfortante et illicite. La cuisine, autrefois le centre de commandement de ma vie domestique, ressemblait maintenant à une cachette secrète. C'est au cours d'une de ces matinées que le projet de jardin a vraiment commencé. Il regardait par la fenêtre l'érable du Japon qu'il m'avait offert. Ses feuilles flamboyantes contrastant vivement avec le paysage terne et dormant de la fin de l'automne. Il a besoin d'amis, dit-il. Quoi? Demandai-je en lui tendant une tasse. L'arbre,
Il a l'air seul là-bas. Tu devrais créer tout un parterre autour de lui. Avec des plantes à intérêt hivernal. Des choses qui sont belles même quand il fait gris et froid. Il se tourna vers moi. Les yeux illuminés par une idée. C'est ce que tu fais? Non. Tu embellis les choses. Et juste comme ça. L'idée a pris racine. C'était une excuse parfaite. Un projet tangible que nous pouvions partager. Nous avons commencé ce week-end-là. Thomas était parti. Bien sûr. Alexandre est venu sous le prétexte de m'aider à déplacer de lourdes dalles de pierre. Sa fille adolescente était chez une amie. Mes enfants étaient chez les voisins, jouant avec leurs amis. Nous avions l'après-midi pour nous. Travailler ensemble fut une révélation. C'était une danse de camaraderie facile. J'étais aux commandes, dessinant une esquisse grossière sur un morceau de papier. Mes anciennes compétences revenant au bout de mes doigts comme une langue longtemps oubliée. Il était les muscles. Creusant la terre argileuse et tenace. Son visage perlé de sueur. Nous ne parlions pas beaucoup. Mais la communication était constante dans un regard partagé. Un hochement de tête. Un petit sourire. Tiens, dit-il à un moment donné, en me tendant la main pour m'aider à me relever. Sa main était chaude et calleuse. Et quand mes doigts se sont enroulés autour des siens, une secousse m'a traversée. Vive et inattendue. Je me suis retirée rapidement. Le cœur battant. Il n'a rien dit. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il l'avait senti aussi. L'air était chargé. Rempli d'une nouvelle énergie dangereuse. Le projet est devenu notre monde. Il arrivait avec des sacs de paillis à l'arrière de sa voiture. Je trouvais une fougère rare aimant l'ombre dans une pépinière et je lui envoyais une photo. Et il répondait, c'est parfait. Prends en deux. Nous construisions quelque chose ensemble. Un petit secret magnifique à la vue de tous. Mes enfants adoraient ça. Ils sortaient, aidaient. Creusant dans la terre avec leurs petites pelles. Léo adorait Alexandre. Il le suivait partout. Posant 1 million de questions sur l'histoire. Surtout. Voir mon fils regarder un autre homme avec une admiration si ouverte me transperçait d'une nouvelle vague de culpabilité à chaque fois. Un après-midi. Nous étions assis sur le bord de la bordure en pierre nouvellement construite. Buvant une citronnade que j'avais apportée. Regardant les enfants se poursuivre sur la pelouse. Je ne me suis pas senti comme ça depuis longtemps. Dis-je doucement. Sans le regarder. Comme quoi? Comme si j'étais douée pour quelque chose. Avouai-je. Quelque chose qui est juste à moi. Il resta silencieux un moment. Ce n'est pas juste à toi. Élise. Dit-il. La voix douce. C'est qui tu es. Je me suis enfin tournée pour le regarder. Il était plus proche que je ne le pensais. Le soleil de fin d'après-midi attrapait les quelques cheveux gris sur ses tempes. Il avait une tache de terre sur la joue. Et sans réfléchir. J'ai tendu la main et l'ai essuyée avec mon pouce. Mon contact s'attarda sur sa peau. Ses yeux s'assombrirent. Le son des rires de mes enfants s'estompa en arrière-plan. Le monde se rétrécit aux quelques centimètres d'espace entre nos visages. Il a commencé à se pencher. J'ai senti mon propre corps répondre. Mes lèvres s'entr'ouvrant légèrement. Ça allait arriver. Ici même. Au milieu de mon jardin. Au milieu de la vie que j'étais censée protéger. Une porte-fenêtre a claqué à côté. Et la voix de ma voisine a crié, « Les enfants ? À table ?» Le charme était rompu. Nous nous sommes écartés brusquement comme des adolescents coupables. Je me suis levée. Les jambes chancelantes. Je devrais les faire rentrer. Balbutiai-je. Sans le regarder dans les yeux. Oui. Dit-il.
La voix rauque. Moi aussi. À demain. Il s'est éloigné. Et je suis resté là. Mon corps vibrant d'un mélange de soulagement et de profonde déception. Nous étions allés jusqu'au bord de la falaise. Avions regardé en bas. Puis avions reculé. Mais nous savions tous les deux que nous reviendrions à ce bord. Et la prochaine fois, nous sauterions probablement. L'appel de Thomas est arrivé cette nuit-là. C'est l'appel qui allait déclencher la chaîne finale et catastrophique des événements. Salut. Chérie. Dit-il. La voix inhabituellement enjouée. J'ai une surprise pour toi. Ah oui. Dis-je. La voix plate. J'étais encore sous le choc de l'après-midi. Je sais que mon emploi du temps a été infernal ces derniers temps. Et je sais que j'ai raté notre anniversaire comme il se doit. Alors, j'ai tiré quelques ficelles. J'annule mon voyage de la semaine prochaine. Tout le voyage. Je rentre à la maison demain. Et je reste jusqu'après le nouvel an. Le sang quitta mon visage. Quoi? Mais. Tes réunions. Au diable les réunions. Je les ferai par visioconférence. Mon patron me doit bien ça. Il est temps que je fasse passer ma famille en premier pour une fois. Il avait l'air si fier de lui. Si heureux de son grand geste. Et tout ce que je pouvais ressentir, c'était une marée montante de panique pure et sans mélange. Mon sanctuaire, mon monde secret avec Alexandre, était sur le point d'être envahi. C'est super. Thomas. Réussis-je à dire? Le mensonge me semblant un objet physique coincé dans ma gorge. Les enfants seront si heureux. Et toi? Demanda-t-il. Une note d'espoir dans la voix. Tu es heureuse? Je regardai par la fenêtre de la cuisine. La forme sombre de la maison d'Alexandre de l'autre côté de la rue. Une seule lumière était allumée. Un carré chaud contre la nuit noire. Mon havre de paix. Et maintenant la marée se retirait, menaçant de me laisser échouer. Bien sûr. Murmurai-je. Je suis ravi. Le retour de Thomas ressemblait à une occupation militaire. Il arriva le lendemain après-midi. Rayonnant. Les bras chargés de cadeaux pour les enfants et d'un bouquet de roses de supermarché pour moi. Il était en mode rattrapage du temps perdu. Un tourbillon de gaieté forcée et de bonnes intentions. Il voulait jouer à des jeux de société. Regarder des films en famille. Aller manger une glace. Il essayait, à sa manière, de combler le gouffre qui s'était creusé entre nous. Mais sa présence, qui aurait dû être un réconfort, ressemblait à une cage. Chaque pièce de la maison semblait plus petite. Chaque silence plus chargé. Mon monde secret avec Alexandre s'est évanoui du jour au lendemain. Les cafés du matin ont cessé. Les SMS faciles se sont réduits à un silence guindé et maladroit. Je le voyais de l'autre côté de la rue, ratissant les feuilles ou prenant son courrier. Et nous échangions un signe de la main rapide et furtif. Nos yeux contenant un monde de frustration non dite. Le jardin que nous avions commencé ensemble est resté inachevé. Un testament de notre lien interrompu. Thomas, dans son nouvel enthousiasme pour la vie domestique, a proposé de le finir pour moi. J'ai dû refuser poliment mais fermement, lui disant que j'avais une vision spécifique pour cela. Un mensonge qui semblait à la fois fragile et cruel. Ce jardin était un sol sacré. Et la pensée des mains de Thomas dans cette terre ressemblait à une profanation. Je vivais une vie de tension constante et éprouvante. Je me sentais comme une espionne dans ma propre maison, gardant des secrets qui devenaient de plus en plus lourds chaque jour. Je sursautais à chaque fois que mon téléphone vibrait, terrifié que ce soit un message d'Alexandre que Thomas pourrait voir.
J'ai commencé à effacer tout notre historique de textos chaque soir. Un rituel paranoïaque qui ne faisait qu'approfondir mon sentiment de culpabilité. Mes conversations avec Thomas étaient guindées, pleines de mots soigneusement choisis. J'étais tellement concentrée sur ce qu'il ne fallait pas dire que je ne disais presque plus rien du tout. « Tu es silencieuse ?» dit-il un soir. Nous étions sur le canapé. Une série comique quelconque jouait à la télévision. Il avait son bras autour de moi. Mais mon corps était rigide. Inflexible. Juste fatigué. Murmurai-je. Mon excuse habituelle. Tu es toujours fatiguée, Élise. Il y avait une nouvelle pointe dans sa voix. Une lassitude qui allait au-delà de la simple fatigue. C'était le son d'un homme qui frappe à une porte et n'obtient aucune réponse. Encore et encore. Il a retiré son bras. Et l'espace qu'il a laissé était à la fois un soulagement et un rejet. Le jour où tout a finalement éclaté était un mercredi. Il faisait gris et froid, avec un crachin persistant qui correspondait à l'ambiance de notre maison. Thomas avait essayé de me faire participer toute la journée, suggérant de planifier un week-end, demandant mon avis sur un nouveau carrelage de cuisine. J'avais accueilli chaque tentative avec un désintérêt poli mais distant. Mon esprit était ailleurs. Il était de l'autre côté de la rue. La voiture d'Alexandre n'était pas là de la journée. Et j'ai ressenti une pointe d'inquiétude irrationnelle. Allait-il bien? Évitait-il le quartier à cause de moi? Vers 15 heures, mon téléphone a sonné. C'était l'infirmière de l'école. Madame Moreau? Chloé a fait une petite chute dans la cour de récréation. Elle va bien. Juste un genou éraflé. Mais elle est très contrariée et réclame sa maman. J'arrive tout de suite, dis-je. Une vague d'instinct maternel l'emportant momentanément sur tout le reste. Thomas. Je dois aller chercher Chloé à l'école. Ai-je crié en attrapant mes clés et mon sac à main. Elle va bien? Demanda-t-il en entrant dans le couloir. Oui. Juste une chute. Attends. Je viens avec toi, dit-il en prenant sa veste. Non. Le mot est sorti plus sec, plus paniqué que je ne l'avais voulu. J'ai vu la lueur de surprise et de blessure dans ses yeux. J'ai essayé d'adoucir le ton. Ce n'est pas la peine. C'est juste une égratignure. Je peux gérer ça. Reste ici et repose-toi. J'ai pratiquement fui la maison, le cœur battant à tout rompre. Je n'allais pas seulement à l'école. Je savais que non. C'était ma chance. Mon premier moment de liberté depuis ce qui me semblait être une éternité. Après avoir récupéré une Chloé en larmes, l'avoir apaisée avec un câlin et un pansement de super-héros, j'aurais dû rentrer directement à la maison. Mais ma voiture, comme si elle avait sa propre volonté, a tourné dans la direction opposée. Je me suis retrouvée à conduire vers le lycée. Je me suis dit que je voulais juste voir la voiture d'Alexandre sur le parking, pour me rassurer qu'il allait bien. C'était un mensonge. Et je le savais. Je me suis garée et je lui ai envoyé un texto, les doigts tremblants. Je suis près de ton lycée. Tu es libre ne serait-ce que 5 minutes? J'ai l'impression de devenir folle. La réponse fut presque instantanée. Reste là. Je sors. Quelques minutes plus tard, il s'est glissé sur le siège passager de mon monospace. La voiture fut soudainement remplie de sa présence, de l'odeur de la craie et du café. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air aussi misérable que moi. Salut, dit-il doucement. Salut, murmurai-je en retour. Chloé était sur la banquette arrière, absorbée par un jeu sur mon téléphone, inconsciente de tout. Tu me manques? Dit-il.
Les mots simples et directs. Et ils ont brisé le peu de résolution qui me restait. Toi aussi. Tu me manques. Articulai-je difficilement. Les larmes me montant aux yeux. Je ne peux pas faire ça. Alexandre. J'ai l'impression d'étouffer. Je sais. Il a tendu la main par-dessus la console et a pris la mienne. Son contact était électrique. Une décharge de vie dans mon monde gris et engourdi. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'avais pas de réponse. Je me suis juste accrochée à sa main comme à une bouée de sauvetage. Nous sommes restés assis là quelques minutes en silence. Le seul son étant le tapotement discret du jeu de Chloé. C'était un moment de connexion volée. Parfait. Impossible. Je dois y aller. Ai-je finalement dit. La voix épaisse. Il va se demander où je suis. Je sais. Il a serré ma main une dernière fois avant de la lâcher. La perte de contact était une douleur physique. Fais attention. Élise. Il est sorti de la voiture et est retourné vers le lycée. Sans se retourner. Je l'ai regardé partir. Puis j'ai mis le contact et suis rentré à la maison. Mon esprit un chaos de culpabilité et de désir. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La maison était trop silencieuse. Thomas n'était ni dans le salon ni dans la cuisine. Thomas? Ai-je appelé? La voix vacillante. Dans la chambre. Dit-il. Je l'ai trouvé debout près de notre lit. Tenant son téléphone. Son visage était pâle. Son expression illisible. Mais ses yeux étaient comme des éclats de glace. Où étais-tu? Élise? Demanda-t-il. La voix dangereusement calme. Je te l'ai dit. Je devais aller chercher Chloé. L'école est à 10 minutes d'ici. Coupa-t-il. Tu es parti depuis presque 1 heure. Alors je te le demande à nouveau. Où étais-tu? Mon esprit s'emballa. Cherchant un mensonge plausible. Je me suis arrêté au supermarché. On n'avait plus de lait. Il a levé son téléphone. Sur l'écran se trouvait une carte. Avec un petit point bleu montrant l'emplacement actuel de ma voiture, notre allée et une ligne rouge traçant son trajet récent. Un trajet qui menait directement de l'école primaire au lycée. Où elle s'était arrêtée pendant 10 minutes avant de rentrer à la maison. Thomas avait installé une application de géolocalisation sur nos téléphones il y a des mois. Une fonction de sécurité, avait-il dit. En cas d'urgence. J'avais complètement oublié. Le supermarché est dans l'autre direction? Dit-il. La voix plate. Dénuée de toute émotion. Il m'a regardé. Et pour la première fois. Je n'ai vu ni amour. Ni frustration. Juste la clarté froide et dure d'un homme qui comprenait enfin la vérité. Il ne savait pas avec qui j'étais. Ni ce que j'avais fait. Mais il savait. Avec une certitude absolue. Que j'avais menti. Et à cet instant. Dans le silence assourdissant de notre chambre. J'ai su que les fondations de notre vie commune venaient de s'effondrer en poussière. La comédie était terminée. Le silence dans la chambre était une chose vivante. Il était fait du bourdonnement du réfrigérateur en bas. Du son lointain d'une voiture passant dans la rue. Et de la rotation frénétique et inutile de mon propre esprit essayant de trouver une issue là où il n'y en avait aucune. Le visage de Thomas était un masque de sang-froid tendu. Mais je pouvais voir un muscle tressaillir dans sa mâchoire. Seul signe de la tempête qui faisait rage sous la surface. Il ne criait pas. Ça aurait été plus facile s'il avait crié. Crier est une conversation. Une libération de pression. Ce calme froid et contenu était une exécution. Alors? Dit-il. Sa voix un grondement bas et glaçant. Le lycée? Élise.
Pourquoi étais-tu au lycée? J'avais la gorge sèche. Chaque mensonge possible mourait avant de pouvoir se former sur mes lèvres. Il avait une preuve. Froide. Numérique. Irréfutable. Mentir maintenant serait plus qu'une trahison. Ce serait une insulte à son intelligence. Je suis allé voir un ami. Murmurai-je. Les mots ayant un goût de poison. Un ami? Il laissa échapper un rire court et sec qui ne contenait aucun humour. C'était un son de pure incrédulité. Un ami qui enseigne au lycée? Comment s'appelle-t-il? Élise? Je suis sûre de l'avoir rencontré. C'est Alexandre? Il a prononcé le nom. Et le son de ce nom dans sa bouche était une violation. C'était comme s'il avait atteint mon esprit et en avait arraché mon secret le plus précieux et le plus protégé. Mon silence fut ma confession. Je ne pouvais pas le regarder. Je fixai un poing sur le parquet. Un seul mouton de poussière qui se déplaçait dans un courant d'air sous la porte. N'importe quoi pour éviter l'intensité brûlante de son regard. Je le savais. Souffla-t-il. Les mots à peine audibles. Il s'assit sur le bord du lit comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Il passa une main sur son visage. Un geste de profonde lassitude. Bon Dieu! Je le savais. Je ne voulais juste pas le voir. Il leva les yeux vers moi. Et pour la première fois, la colère avait disparu, remplacée par une blessure béante et à vif. Comment as-tu pu? C'était la question. Celle que je me posais depuis des mois. Comment pouvais-je? Élise Moreau. Une bonne mère. Une épouse fidèle. Un pilier de l'association de parents d'élèves? Faire ça? Comment pouvais-je démanteler systématiquement la vie que j'avais prétendu chérir? Ce n'est pas ce que tu crois. Comment sais-je? Une défense pathétique et réflexe. Ah non? Rétorqua-t-il. Sa voix montant maintenant? Se brisant d'émotion. Alors qu'est-ce que c'est? Élise? Dis-moi. Éclaire-moi. Vous êtes juste amis? C'est pour ça que tu me mens en face depuis des mois? C'est pour ça que tu me regardes comme si j'étais un étranger? Que tu tressailles quand je te touche? Les questions étaient des balles. Et je n'avais aucun bouclier. Chacune atteignait sa cible, déchirant la mince armure de mon auto-illusion. J'étais seule. Murmurai-je. La confession semblant petite et inadéquate face à son immense douleur. Seul? Il se leva, arpentant le petit espace au pied du lit. Tu étais seul? Je suis sur la route. À manger des plats à emporter dans des chambres d'hôtel sans âme 5 soirs par semaine? Je me tue au travail pour que toi et les enfants puissiez avoir cette maison. Cette vie. Et tu étais seul? Sa voix dégoulinait d'un sarcasme si amer qu'il aurait pu faire tourner le lait. Tu me fends le cœur? Élise. Vraiment. Ce n'est pas juste. Thomas. Me suis-je surprise à dire? Une étincelle de défi s'allumant au sein de la honte. Tu n'étais pas là. Tu n'étais jamais là. Pas vraiment. Même quand tu étais à la maison. Ton esprit était à 1000 kilomètres. J'étais un fantôme dans cette maison. Lui. Il m'a vu. Il t'a vu. Répéta Thomas. Les mots plats et morts. Il cessa d'arpenter et se tourna pour me faire face pleinement. Et qu'est-ce qu'il a vu? Une bourgeoise qui s'ennuie et qui cherche un frisson facile? Ça en valait la peine? Élise? Faire exploser notre famille? La vie de nos enfants? Ça en valait la peine? Juste pour que tu puisses te sentir vu par le triste prof d'histoire divorcé d'en face? La cruauté de ces mots me coupa le souffle. Il avait pris mon sentiment le plus profond.
Le plus vulnérable. Et l'avait tordu en quelque chose de cheap et de laid. Mais n'avait-il pas raison? Au final. N'était-ce pas à cela que tout se résumait? Mes besoins égoïstes contre la stabilité et le bonheur de mes enfants. Et les enfants? Élise? Demanda-t-il. Sa voix baissant à nouveau, devenant dangereusement douce. As-tu pensé à eux une seule seconde dans ton petit drame? Qu'est-ce que je vais leur dire quand ils demanderont pourquoi papa dort sur le canapé? La mention des enfants fut ce qui m'a finalement brisé. Je me suis laissé glisser au sol, le dos contre le mur, et les larmes que j'avais retenues pendant des mois sont enfin venues. Ce n'étaient pas des larmes purificatrices. C'étaient des sanglots chauds et laids de culpabilité et de dégoût de soi. J'étais un monstre. J'avais brisé la confiance la plus sacrée. Et je l'avais fait dans le seul endroit qui était censé être un sanctuaire. Thomas me regarda pleurer. Son expression froide et distante. Il n'y avait aucun réconfort offert. Aucune pitié. Il me regardait comme un scientifique observe un spécimen. Une énigme qu'il essaie de résoudre. Je veux que tu répondes à une question, dit-il après que mes sanglots se soient calmés en respiration saccadée. Et je veux que tu me dises la vérité. Pour une fois. As-tu couché avec lui? L'air crépitait du poids de la question. La voilà. La ligne finale. La seule chose qui, dans son esprit, séparait une erreur pardonnable d'une trahison impardonnable. Mon esprit revit cet après-midi pluvieux. Le désespoir silencieux et la passion douce et douloureuse. Cela semblait à des millions de kilomètres de l'acte sordide et facile que la question de Thomas impliquait. Je levai les yeux vers lui. Dans les yeux de l'homme que j'avais promis d'aimer et d'honorer. Et je mentis. Non. Dis-je. Ma voix rauque mais ferme. Thomas. Je le jure. Ça n'est jamais allé aussi loin. C'était juste. Des conversations. J'ai été stupide et seule. Mais je n'aurais jamais. Je ne t'aurais jamais fait ça. À nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti. Peut-être était-ce un acte d'autopréservation. Peut-être. D'une manière tordue? Était-ce un dernier acte d'amour désespéré? Une tentative de lui épargner le dernier coup? Le plus douloureux. Ou peut-être n'étais-je qu'une lâche. Il me fixa pendant un long moment silencieux. Il scrutait mon visage. Mes yeux. Cherchant la vérité. Je soutins son regard. Mon cœur battant un rythme effréné contre mes côtes. Je mis chaque once de sincérité que je pouvais feindre dans mon expression. Finalement. Il hocha lentement et fatigué la tête. D'accord. Dit-il. Le mot était lourd de doute. Mais c'était aussi une bouée de sauvetage. Il avait choisi. Pour l'instant. De me croire. Ou peut-être. Avait-il choisi de croire au mensonge parce que la vérité était tout simplement trop destructrice à contempler? Je dors sur le canapé? Dit-il. La voix plate. Il sortit de la pièce, fermant doucement la porte derrière lui. Me laissant seul sur le sol dans les ruines de mon mariage. Le mensonge que je venais de dire était une nouvelle fondation, construite sur du sable. Et je savais, avec une certitude glaçante, que ce n'était qu'une question de temps avant que la marée ne monte et n'emporte tout. Vivre avec le mensonge, c'était comme vivre avec un fantôme. Il hantait chaque pièce, s'asseyait entre nous à la table du dîner et gisait dans l'espace vide de notre lit. Thomas a tenu parole et a dormi sur le canapé. Il n'a pas expliqué pourquoi aux enfants. Et eux, avec leur capacité innée à sentir la discorde, n'ont pas posé de questions. Ils sont juste devenus plus silencieux, leurs yeux allant de l'un à l'autre, essayant de déchiffrer le nouveau langage froid de notre maison.
Léo a commencé à faire des cauchemars. Chloé a recommencé à faire pipi au lit. Chaque incident était un nouveau coup de poignard de culpabilité dans mon cœur. Une conséquence tangible de mes actions. Thomas et moi existions dans un état de civilité atroce. Nous ne parlions que lorsque c'était nécessaire. Nos conversations se limitant à la logistique de la vie des enfants. Léo a un rendez-vous chez le dentiste mardi. Chloé doit apporter des gâteaux pour la fête de la classe vendredi. Nous étions des collègues gérant un projet. Rien de plus. La douleur dans ses yeux avait été remplacée par un vernis dur et illisible. Il était poli, distant et totalement inaccessible. Il avait construit un mur autour de lui. Et je lui avais donné chaque brique. J'ai coupé tout contact avec Alexandre. Je ne lui ai pas envoyé de texto pour expliquer. J'ai juste arrêté. C'était une rupture brutale et silencieuse. Je le voyais depuis la fenêtre de ma cuisine. Une silhouette solitaire dans la maison de l'autre côté de la rue. Et la douleur dans ma poitrine était si intense qu'il était difficile de respirer. J'avais mis le feu à notre monde commun et j'étais parti sans un regard en arrière, le laissant se demander pourquoi. C'était un acte de lâcheté. Et je le savais. Mais ma survie, et le mince espoir désespéré de sauver ma famille, dépendait de son effacement complet. Mon amie Sophie a appelé quelques jours après la confrontation. « Je n'ai pas de nouvelles de toi. » dit-elle. Sa voix empreinte d'inquiétude. « Tout va bien ? » « Tout va bien. » Ai-je menti ? Les mots automatiques maintenant. Elle resta silencieuse un moment. Sophie avait un détecteur de mensonges hors pair. « Non. Ça ne va pas. » dit-elle sèchement. « Parle-moi. Élise. Qu'est-ce qui se passe ? » Et alors ? Je lui ai raconté. Assise dans ma voiture garée dans un parc désolé. Je lui ai tout raconté. Toute l'histoire sordide et misérable. Se terminant par le mensonge de ne pas avoir couché avec lui. Quand j'ai fini. Le silence à l'autre bout du fil était lourd de jugement. « Waouh !» dit-elle finalement. Juste. « Waouh ! Élise. Tu as vraiment tout fichu en l'air. » Je sais. Murmurai-je. Les larmes coulant sur mon visage. Qu'est-ce que je fais ? Sauf ? Comment je peux réparer ça ? On ne peut pas construire un mariage sur un mensonge ? Dit-elle. Sa voix ferme mais pas méchante. Thomas mérite toute la vérité. Ce sera plus laid ? Oui. Ce sera peut-être même la fin. Mais au moins, ce sera réel. Ce que tu fais maintenant ? Cette comédie ? C'est juste une mort plus lente et plus douloureuse. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. Elle avait raison. Le mensonge n'était pas une fondation. C'était un poison. S'infiltrant lentement dans le peu qui restait de notre mariage. Mais la pensée de dire toute la vérité à Thomas était paralysante. Cela signifierait faire exploser la dernière bombe. Détruire la dernière lueur d'espoir. J'avais trop peur. Le point de rupture est arrivé une semaine avant Noël. C'était le soir du spectacle de Noël de l'école de Chloé. Elle était un mouton dans la crèche vivante. Un rôle qu'elle avait pris avec le plus grand sérieux. Nous étions assis tous les trois Thomas. Léo et moi dans l'auditorium bondé et surchauffé. Une parfaite petite unité familiale en apparence. Nous étions assis si près les uns des autres que nos bras se frôlaient. Mais un univers de distance nous séparait. Chloé était merveilleuse. Elle se tenait sur scène dans son costume blanc et duveteux. Son visage un tableau de concentration pure et angélique. Pendant un moment calme de « douce nuit », j'ai jeté un coup d'œil à Thomas. Il regardait Chloé. Et des larmes brillaient dans ses yeux. Une vague d'amour pour lui. Si puissante et si douloureuse. M'a submergée.
Je l'ai vu non pas comme mon geôlier ou mon juge, mais comme le garçon dont j'étais tombée amoureuse à l'université. Le jeune homme qui m'avait tenu la main pendant que j'accouchais de Léo. Le père qui adorait ses enfants. C'était un homme bon. Un homme bon que j'avais brisé. Sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse. Les enfants, épuisés et excités par l'adrénaline post-spectacle, s'étaient endormis à l'arrière. Elle était super ce soir, dit Thomas, les yeux fixés sur la route. Elle l'était vraiment, répondis-je doucement. Il resta silencieux un long moment. J'ai réfléchi, dit-il. La voix basse. À nous. À ce que tu as dit. Au fait que tu te sentais seul. Il prit une profonde inspiration tremblante. Et tu avais raison. Je n'ai pas été là. J'ai été tellement concentré sur construire quelque chose, sur subvenir à nos besoins, que j'ai oublié pour qui je le construisais. Je t'ai prise pour acquise, Élise. Je le vois maintenant. Et j'en suis sincèrement désolée. Ses excuses furent un coup physique. C'était tout ce que j'avais voulu entendre pendant des années. Et maintenant qu'il le disait, cela ressemblait à une punition plus cruelle que n'importe quelle colère ou accusation. Parce qu'il le disait à une femme qui n'existait plus. Il le disait à l'épouse fidèle qu'il pensait que j'étais. Je me disais, continua-t-il, sa voix gagnant une lueur d'espoir, que peut-être on pourrait essayer. Vraiment essayer. On pourrait voir un conseiller conjugal. Je pourrais parler à mon patron. Changer mon planning de déplacement. On pourrait recommencer à zéro. Si c'est ce que tu veux. Il risqua un regard vers moi. Ses yeux suppliants. Est-ce que c'est ça, Élise? Veux-tu essayer de réparer ça? C'était ma chance. Ma porte de sortie. Il m'offrait un chemin de retour. Un moyen de reconstruire. Tout ce que j'avais à faire était de prendre sa main. De me taire et de vivre avec le mensonge pour toujours. Je pouvais le faire. Pour les enfants. Pour lui. J'ai ouvert la bouche pour dire oui. Pour m'accrocher à la bouée de sauvetage qu'il me tendait. Mais en regardant son visage, l'espoir immérité dans ses yeux, je ne pouvais pas. Sophie avait raison. Ce serait une mort plus lente et plus douloureuse. Reconstruire notre mariage sur cette fondation toxique serait la trahison ultime. Il méritait la vérité. Aussi laide soit-elle. Il méritait de faire son choix en se basant sur la réalité. Pas sur ma fiction soigneusement construite. La voiture s'est garée dans notre allée. Il a coupé le moteur. Et le silence soudain fut absolu. Il s'est tourné vers moi. Attendant ma réponse. Thomas. Commençai-je. La voix tremblante. Avant que je puisse répondre à ça. Il y a autre chose que je dois te dire. Je n'ai pas été honnête avec toi. J'ai vu l'espoir dans ses yeux mourir. Le mur s'est refermé d'un coup. Il n'a rien dit. Il a juste attendu. Son expression se durcissant en pierre. Tu m'as demandé si j'avais couché avec lui. Dis-je. Les mots comme des éclats de verre dans ma gorge. Et je t'ai dit non. Je pris une profonde inspiration sanglotante et me forçai à croiser son regard dans la faible lumière du tableau de bord. J'ai menti. Le mot resta en suspens dans l'air. Petit et pourtant cataclysmique. J'ai regardé comment il a atterri. Comment le dernier fil fragile de sa confiance en moi s'est rompu. Il n'a pas tressailli. Il n'a pas bougé. Il a juste fermé les yeux. Une seule larme traçant un chemin sur sa joue. Il les a rouverts. Et ils étaient complètement vides. Sors de la voiture. Élise. Dit-il.
Sa voix un murmure mort et creux. Thomas. S'il te plaît. Sors. J'ai tâtonné la poignée de la portière et suis sorti en trébuchant dans l'air froid de décembre. Il ne bougeait pas. Je suis resté sur l'allée pendant qu'il sortait avec précaution. Allait à l'arrière. Et détachait nos enfants endormis. Les soulevant doucement dans ses bras. Il est passé devant moi. Les portant dans la maison. Sans un seul regard dans ma direction. Comme si je n'étais même pas là. La porte d'entrée s'est fermée. Et le verrou a cliqué. Je suis resté seul dans l'allée. Dans le froid. Sous la lueur joyeuse et moqueuse des guirlandes de Noël de nos voisins. Enfermé dehors de ma propre maison. De ma propre vie. La vérité ne m'avait pas libéré. Elle m'avait laissé totalement et complètement seule. Le froid s'infiltrait à travers mon pull fin. Une humidité glaçante qui n'avait rien à voir avec l'air de décembre. C'était le froid de l'isolement absolu. Je me tenais dans ma propre allée. Un fantôme hantant les bords de ma propre vie. Le clic de la serrure avait été si définitif. Un son qui séparait mon passé de mon avenir. Je n'avais pas de clé. Mon sac à main, avec mon téléphone et mon portefeuille, était toujours dans la voiture que Thomas avait verrouillée. Je n'avais rien. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Assez longtemps pour que les lumières de Noël de la maison des voisins commencent à clignoter à un rythme étourdissant et nauséabond. Assez longtemps pour que mes dents commencent à claquer de manière incontrôlable. J'ai pensé à frapper à la porte. À supplier. Mais que dirais-je? Que restait-il à dire? La vérité. Une fois libérée. Ne pouvait pas être remise dans sa cage. Mes pieds, engourdis et maladroits, ont finalement commencé à bouger. Il n'y avait qu'un seul endroit où aller. J'ai marché les quelques rues jusqu'à la maison de Sophie. Mes pas anormalement bruyants dans la rue silencieuse. Chaque maison brillamment décorée que je passais ressemblait à une accusation personnelle. Un diorama d'une vie de famille heureuse que je venais de faire exploser volontairement. Quand Sophie a ouvert la porte, son visage, d'abord agacé par l'heure tardive, s'est transformé en un masque de choc. Mon Dieu! Élise! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es gelée. Elle m'a fait entrer. M'a enveloppée dans une épaisse couverture et m'a assise à sa table de cuisine avec une tasse de thé chaud. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine la tenir. Et pour la deuxième fois en autant de semaines, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des excuses déchirantes de Thomas, de son offre de tout recommencer, et de ma confession finale et dévastatrice dans l'allée. Elle a écouté sans interruption, son expression grave. Quand j'eus fini, elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit », bien qu'elle en ait eu tout le droit. Elle a juste soupiré. Un son long et las. D'accord, dit-elle. Sa voix pragmatique, me ramenant du bord de l'hystérie. D'accord. Il t'a mise à la porte. Tu resteras ici ce soir. Demain matin, nous trouverons la prochaine étape. Il n'y a pas de prochaine étape. Sanglotai-je dans mes mains. C'est fini. Sauf. J'ai tout perdu. Mon mari. Mes enfants. Tu n'as pas perdu tes enfants? Dit-elle avec force. Tu as commis une erreur catastrophique. Élise. Mais tu n'es pas une mauvaise mère. N'oublie jamais ça. Thomas est blessé et en colère? Mais ce n'est pas un monstre. Il ne t'empêchera jamais de voir tes enfants. Ces mots étaient une minuscule lueur dans mon obscurité suffocante. Elle avait raison. La colère de Thomas était dirigée contre moi. Pas contre eux. Mon rôle d'épouse était terminé. Mais mon rôle de mère ne l'était pas. C'était la seule chose à laquelle je pouvais encore me raccrocher.
Les semaines suivantes furent un tourbillon de logistique humiliante. Sophie m'a aidé à organiser un moment pour retourner à la maison chercher mes affaires. Thomas s'est assuré de ne pas être là. J'ai traversé les pièces de ma maison. Maintenant un territoire étrange et étranger. Et j'ai fait quelques valises sous les yeux confus et attentifs de Léo et Chloé. Où tu vas? Maman? Demanda Chloé. Son petit visage plissé d'inquiétude. Je me suis agenouillée. Mon cœur se brisant en 1000 morceaux. Maman va juste rester chez Tati Sophie un petit moment. Ma chérie. Juste pour un petit peu. C'était un autre mensonge. Plus gentil. Plus doux. Mais un mensonge quand même. Léo. Plus âgé et plus perspicace. Me fixait simplement. Ses yeux pleins d'une déception silencieuse et sans fond. Bien pire que n'importe quelle crise de colère. Il savait. J'ai emménagé dans la chambre d'amis de Sophie. Thomas et moi ne communiquions que par des SMS laconiques, élaborant un accord de garde temporaire et informel. J'aurais les enfants un week-end sur 2 et 2 après-midi par semaine après l'école. Chaque passage de relais était une rencontre brève et atroce sur le perron. Nous ne nous regardions jamais dans les yeux. Nous ne parlions qu'aux enfants. La maison, mon foyer, est devenu un endroit où je n'étais plus la bienvenue. Et puis il y avait Alexandre. Je le voyais? Bien sûr. C'était inévitable dans une petite ville. Un aperçu au supermarché. Une voiture qui passe dans la rue. À chaque fois. Mon cœur bondissait dans ma gorge. Il avait l'air hagard. Les yeux cernés de confusion et de douleur. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Seulement que j'avais disparu de sa vie sans un mot. Il méritait une explication. Il méritait des excuses. J'ai finalement trouvé le courage un après-midi pluvieux. J'ai vu sa voiture garée devant la bibliothèque municipale et je l'ai attendu. Quand il est sorti, il s'est arrêté net en me voyant. « Élise » dit-il. La voix plate. « Alexandre » Je suis tellement désolée. Comment sais-je? Les mots se bousculant. D'avoir simplement disparu. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tout s'est effondré. Thomas a découvert. Il a écouté. Son expression illisible. Pendant que je lui donnais la version abrégée et édulcorée de l'histoire, omettant les détails les plus douloureux. Quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment. Je suis désolé. Élise, dit-il finalement. Je n'ai jamais voulu être la cause de ça. Tu n'étais pas la cause? Dis-je en secouant la tête. Tu étais un symptôme. La cause? C'était moi. Mon mariage. Il était brisé bien avant que tu n'emménages. Nous étions là sous la pluie. 2 personnes qui avaient brièvement trouvé un port dans une tempête. Pour être rejetées dans des mers déchaînées et séparées. Prends soin de toi. Dit-il. Et avec un dernier sourire triste, il s'éloigna. Il n'y avait pas de passion persistante. Pas de promesse d'avenir. Il y avait juste la fin silencieuse et sombre d'un chapitre qui m'avait tout coûté. Le voir, lui parler, n'a apporté aucun soulagement. Cela n'a fait que solidifier la vérité, il n'était pas la réponse. Il avait été un miroir, me renvoyant mon propre malheur. Le problème n'avait jamais été lui. Il avait toujours été moi. Vivant chez Sophie. Dépouillée de mes rôles d'épouse et de mère à plein temps. J'ai été forcée de faire face à la personne qui restait, juste Élise. Et je ne savais plus qui elle était. J'ai passé des jours dans un brouillard de dépression. Faisant le strict minimum pour survivre. Mais ensuite, les enfants venaient.
et leurs besoins simples et indéfectibles de moi me ramenaient à la surface. Pour eux, je devais être plus qu'un simple fantôme. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à mettre un pied devant l'autre. J'ai commencé à voir une thérapeute. Une femme gentille et pragmatique qui ne me laissait pas m'apitoyer sur mon sort. « Vous avez trahi votre mari ?» a-t-elle dit lors de notre première séance. « C'est un fait. Mais vous vous trahissiez aussi vous-même depuis très longtemps avant cela. La question maintenant est, qu'allez-vous faire pour vous ? » C'était une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Mais pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de résolution. Mon ancienne vie était partie. Elle avait été construite sur une fondation fragile de silence et de besoins non satisfaits. Peut-être, juste peut-être, était-ce une chance de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus petit, de plus désordonné, mais quelque chose qui était vraiment à moi. La première étape fut le jardin. Mon beau jardin inachevé dans cette maison que j'avais quittée. J'ai envoyé un texto à Thomas. Une demande simple et terrifiante. Serait-il possible que je passe un de ces jours quand tu n'es pas là pour finir le parterre que j'ai commencé ? Ça me semble mal de le laisser à moitié fait. J'ai attendu. Le souffle coupé. Les 3 points de sa réponse sont apparus et ont disparu. Finalement, un seul mot est revenu. D'accord. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas de la gentillesse. Mais c'était une permission. C'était un début. Le jour où je suis retournée au jardin, le ciel était d'un bleu vif et éclatant. C'était étrange d'être de retour à la maison. Non pas en tant que résidente, mais en tant que visiteuse avec un but précis et limité. Je suis entrée dans le jardin, les mains tremblantes. Le parterre était exactement comme Alexandre et moi l'avions laissé. Une phrase à moitié terminée. Des mauvaises herbes commençaient à percer le paillis sombre. Je me suis agenouillée dans la terre. La sensation familière de la terre fraîche, un réconfort. J'ai travaillé pendant des heures, mon corps bougeant avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai arraché les mauvaises herbes, planté les arbustes restants que j'avais achetés des semaines auparavant, et posé une bordure de pierre nette et propre. Ce n'était pas pour Alexandre, et ce n'était pas pour Thomas. C'était pour moi. Il s'agissait de finir quelque chose que j'avais commencé. Il s'agissait de prendre un espace qui était enchevêtré de douleur et de secrets et de le transformer en quelque chose d'intentionnel et de beau. Alors que je rassemblais mes outils pour partir, la porte-fenêtre s'est ouverte. Thomas était là. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Il était censé être au travail. « Tu as oublié ça », dit-il. La voix neutre. Il tenait ma petite truelle préférée, que j'avais laissée près des marches. Oh. Merci. Je la pris de sa main. Nos doigts s'effleurant une fraction de seconde. C'était la première fois que nous nous touchions depuis cette nuit dans la voiture. Le bref contact ressemblait à une décharge électrique. Il n'est pas rentré. Il est resté là, les bras croisés, et a regardé le parterre de fleurs terminé. Il a regardé l'érable du Japon. Ses branches nues une délicate filigrane contre le ciel. C'est joli, dit-il. Ce n'était pas un compliment chaleureux, mais c'était une reconnaissance. Une simple constatation. Merci, répondis-je. La voix basse. Nous sommes restés dans un silence gêné pendant un long moment. Le gouffre vaste et colérique entre nous avait été remplacé par quelque chose de plus calme. Un espace rempli d'épuisement et de questions non dites. J'ai reçu les papiers de l'avocat, dit-il, rompant finalement le silence. Ses yeux étaient fixés sur l'arbre. Les documents du divorce. Ils sont sur le comptoir de la cuisine. Tu peux les signer quand tu seras prête.
D'accord, murmurai-je. Le mot semblait petit et inadéquat. Mais c'était tout ce que j'avais. Divorce. Le mot que j'avais redouté était maintenant un simple bout de papier sur un comptoir de cuisine. Je ne te déteste pas, Élise, dit-il. Et ces mots furent si inattendus qu'ils me firent lever les yeux. Il a enfin croisé mon regard. Ses yeux n'étaient pas remplis de colère, mais d'une tristesse profonde, jusqu'à l'os. Je crois que je suis juste fatiguée de souffrir. Je veux que ça s'arrête. Moi aussi, dis-je. Et la vérité de cette déclaration résonna dans chaque cellule de mon être. Il hocha brièvement et tristement la tête. Puis il se tourna et rentra, faisant glisser la porte derrière lui. Je suis restée seule dans le jardin. Dans le magnifique jardin que j'avais créé. C'était une fin. Mais c'était la première fin qui ne ressemblait pas à une punition. C'était comme une libération. 6 mois plus tard. Le rythme de ma vie était différent maintenant. Il était plus calme. Plus petit. Mais il était à moi. J'avais mon propre petit appartement. Un 3 pièces confortable rempli de meubles d'occasion et des œuvres d'art vibrantes et désordonnées de mes enfants. Je les avais la moitié du temps. Et nos jours ensemble étaient précieux. Concentrés et remplis d'une nouvelle sorte d'énergie paisible. La tension avait disparu. Nous rions plus. J'avais lancé mon entreprise. Élise Moreau Création paysagère. Cela a commencé avec quelques petits contrats pour des amis de Sophie. Puis le bouche à oreille a commencé à se répandre. Je construisais lentement. Minutieusement. Quelque chose à partir de zéro. Quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Le divorce était finalisé. Thomas et moi l'avions traversé aussi gracieusement que 2 personnes profondément blessées le pouvaient. En mettant toujours les enfants en premier. Nos passages de relais n'étaient plus chargés de tension. Parfois. Nous pouvions même gérer une brève conversation polie sur un projet scolaire ou une chose amusante qu'un des enfants avait dite. La colère s'était estompée, laissant derrière elle le tissu cicatriciel d'une histoire commune. Un samedi lumineux de fin d'été. J'étais dans mon propre petit coin de jardin, esquissant un projet pour un nouveau client sur un grand carnet. Léo et Chloé couraient à travers l'arroseur. Leur cri de rire une parfaite bande-son estivale. Une voiture s'est arrêtée. Et j'ai levé les yeux pour voir Thomas en sortir. Ce n'était pas son week-end. Ce qui était inhabituel. Mon estomac s'est légèrement noué. Salut, dit-il en s'approchant de la petite terrasse. Désolé de débarquer comme ça. Léo a laissé son gant de baseball dans ma voiture. Et il a un match demain. Ah. D'accord. Pas de problème. J'ai appelé Léo. Qui est arrivé en courant. Dégoulinant et heureux. Pendant que Léo récupérait son gant, Thomas se tenait maladroitement près de la table de la terrasse. Ses yeux tombèrent sur mon carnet de croquis. Nouveau client? Demanda-t-il. Oui. Dis-je. Un petit frisson de fierté me parcourant. La maison à l'angle de la rue des Lilas. Ils veulent un jardin pour pollinisateurs 4 saisons. Il a regardé le croquis. Les dessins détaillés de vivaces et d'arbustes. Les périodes de floraison soigneusement notées. Il l'a regardé longtemps. Plus longtemps qu'il n'avait jamais regardé mon travail auparavant. C'est très beau, dit-il. La voix calme. Et cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement une reconnaissance polie. Il y avait une note d'admiration sincère dans sa voix. Peut-être même un soupçon de surprise. Comme s'il voyait une partie de moi qu'il n'avait jamais su exister. Merci. Dis-je. Et mon sourire n'était pas forcé. Il était réel. Léo est revenu en courant. Gants à la main.
Thomas a dit au revoir et s'est tourné pour partir. Il s'est arrêté au bord de la pelouse. Élise, dit-il en se retournant. L'érable du Japon que tu as planté? Il est vraiment magnifique cette année. Les feuilles commencent à changer de couleur. J'ai croisé son regard à travers le jardin ensoleillé. J'ai pensé à cet arbre. Symbole d'un secret. D'une trahison. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un arbre. Un bel arbre dans un jardin que nous avions tous les deux. À notre manière, appris à laisser partir. Il faisait partie de notre passé, mais il ne définissait plus notre présent. J'en suis contente, dis-je. Et je l'étais. Il m'a adressé un petit sourire triste, mais pas hostile. Puis il est parti. Je me suis retournée vers mes enfants, vers mon carnet de croquis, vers la vie que je construisais. L'ancienne maison n'était plus mon foyer. C'était juste une maison dans une rue où j'avais vécu. L'avenir était encore une étendue vaste et incertaine. Je ne savais pas si je tomberais à nouveau amoureuse, ni si Thomas le ferait. Nous étions deux personnes distinctes maintenant, sur deux chemins distincts. Mais pour la première fois, mon chemin semblait mener quelque part où je voulais aller. Le silence dans mon appartement n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence de la paix. Et dans ce calme, pour la première fois depuis très longtemps, je pouvais entendre le son de ma propre vie, qui commençait à pousser.